Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vyve.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formations pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vyve de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Rodolphe Elmaleh. Rodolphe, bonjour. Bonjour Alexandre. Donc Rodolphe, tu travailles chez Proprio, tu es Head of Sales pour Proprio. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton entreprise et aussi ton parcours? Alors oui, je m'appelle Rodolphe Elmaleh, je suis actuellement le Head of Sales de Proprio. Proprio, c'est aujourd'hui l'agence leader de la PropTech en France. C'est une agence immobilière innovante, qui est une agence qui a pour vocation d'embaucher les meilleurs agents immobiliers de leur secteur et de leur apporter une nouvelle perspective de business pour faire de leur métier quelque chose de bien mieux qu'auparavant. D'accord, donc vous avez l'ambition de révolutionner un peu ce monde-là. Ça ne doit pas être une mince mission, hein, j'imagine. C'est un domaine qui est très concurrencé avec des acteurs importants et même quasi séculaires. Ouais, l'immobilier, ouais, c'est il y a énormément d'acteurs, ouais. Qu'est-ce que tu as fait avant Proprio? Alors, Proprio, moi j'ai rejoint à sa quasi-création en 2017. Comme beaucoup de gens dans l'immobilier, on a souvent un parcours assez divers et varié. Pour ma part, j'ai eu deux phases dans ma carrière professionnelle. Les 10 premières années ont été dédiées à des métiers qui étaient dans la même veine que mes études, qui étaient un parcours orienté expertise comptable. Donc, j'ai travaillé dans des cabinets d'audit d'expertise. Et là, vous dites forcément que ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Et c'est vrai. Ensuite, j'ai fait de la gestion de trésorerie, donc toujours très analytique. Et j'ai fini à faire de l'analyse de PNL à la Société Générale à la Défense avec une partie projet. Et c'est à ce moment-là où, au bout de 10 années qui tournaient autour de l'analyse métier purement analytique, j'avais envie, il me manquait quelque chose. Et il me manquait toute la propension commerciale. Je viens d'une famille de commerçants, d'entrepreneurs. Je pense que j'avais ça déjà chevillé au corps et je ne l'avais jamais exploité. Et il me manquait quelque chose et je sentais qu'il fallait que je puisse retravailler ma fibre commerciale. Et je sais pas, je me suis mis dans l'immobilier par le biais d'une rencontre. J'ai atterri chez Century 21 c'était vraiment une rencontre. J'étais moi jeune propriétaire dans le 15e arrondissement et en plein mois d'août, je me suis retrouvé finalement à rencontrer un directeur d'agence qui était comme tous les directeurs d'agence, qui avait un bon bagou, une bonne trogne, assez sympa, et qui m'a proposé de rejoindre son agence en me disant tu as un profil qui pourrait vraiment correspondre à ce métier-là, d'autant que c'était le 15e, était là où j'habitais, l'agence était dans le 15e, donc c'était tout à fait approprié puisque c'était mon terrain de jeu. Mes voisins étaient mes clients, donc c'était assez facile de pouvoir évoluer dans ce milieu-là et dans ce secteur-là. Donc j'ai commencé chez Century 21 et toutes mes années chez Century 21, j'ai augmenté mon CA au fur et à mesure et j'ai pu donc assouvir ce manque que j'avais sur la partie commerciale, ce besoin de répondre à un challenge client, à accompagner des gens dans leurs projets. Ce qui nous grise dans la vente, le closing, la signature, la prise d'offre, toute la partie prospection, c'est exactement ce qui me manquait. Et j'ai pu assouvir cette soif-là quand je suis arrivé dans l'immobilier. Un métier qu'il fallait après repenser, un métier qui prenait une nouvelle tournure. En tout cas, l'agence devenait différente, se devait devenir différente. C'est là que en 2017,
même avant un peu 2016, l'immobilier prend le virage de la PropTech. Beaucoup d'agences n'ont pas pris ce virage-là, encore aujourd'hui malheureusement. Et c'est là que sont intervenus Simon et Henri, donc Simon Primac et Henri Pagnon, les fondateurs de Proprio. On s'est rencontrés et on a eu le constat d'un panorama immobilier à qui il manquait toute cette phase-là PropTech, et il fallait inclure donc de la tech dans l'immobilier. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Proprio avec pour mission de rendre les agents immobiliers meilleurs que ce qu'ils font aujourd'hui en agence en intégrant la partie tech. Ouais, ce que tu appelles PropTech, c'est property, c'est ça? Exactement, property Ok, technology. pour bien comprendre, ok. Et tu es resté combien de temps chez Century 21? J'ai fait quasiment 5 années chez Century 21, Ok, avec un CA qui augmentait, avec une autorité qui augmentait, les récompenses que l'on trouve en agence lorsqu'on est dans le top de son agence, le top player de son agence. Et après, il y avait deux options, c'était soit monter son agence, soit faire son métier différemment, et je suis content d'avoir pris l'option Proprio. ouais. Et du coup, ouais, c'est intéressant. On voit encore que ton parcours est quand même atypique. Et ça m'arrive souvent d'interviewer des gens qui sont dans la vente et qui ont un parcours vraiment atypique. Euh, Ce que tu as fait avant, là, les 10 ans d'analyse, dans l'audit, la comptabilité, ça te sert comment aujourd'hui dans ton métier? Alors, j'aimerais juste revenir sur la définition de l'agent immobilier, parce que je Ouais, suis aujourd'hui, je pense, un ambassadeur, et c'est pas pour rien. Je trouve ce métier absolument formidable. J'aurais pu être un bizdev, comme beaucoup de gens qui veulent être commercial, ou j'aurais pu être un SDR, un commercial sédentaire. J'ai pris l'option agent immobilier. C'est un métier qui, tu dois être un commercial un peu schizophrène. Tu sais, quand tu es dans l'immobilier, tu dois vendre au plus cher l'appartement d'un vendeur et le faire acheter au plus bas pour un acheteur pour le satisfaire. Et toi, tu es entre les deux. Donc, c'est il vrai, faut c'est avoir vrai. les deux options. Donc, c'est bon. Et tu contentes tout le monde. Et en plus, tu es content parce que tu as ta commission. Donc, j'ai trouvé ça formidable, comme déjà cette façon d'opérer en tant que commercial. En même temps, c'est un métier où il y a une convergence de matières différentes. C'est-à-dire que tu dois être tellement pluridisciplinaire. C'est un métier où tu dois autant en savoir, parce que le juridique est hyper emprunt dans ce métier-là, c'est-à-dire que tu as quand même une phase juridique qui est quand même assez forte. On est soumis notamment à des lois de finances, à la loi Hoguet, la loi Elan, la loi Allure. Il y a quand même énormément de juridique. On travaille avec des notaires. Donc, tu as une convergence de matières qui soit autant de la connaissance sur de la décoration, de la connaissance sur de l'architecture, de la connaissance sur des régimes matrimoniaux, fiscaux, enfin peu importe. Tu as énormément de domaines. Et notamment la partie sales qui revêt aussi autant de la technologie, de la technique pardon, que de la psychologie. Et tout ça se retrouve dans un seul métier. Et ce métier-là, il faut en plus le mettre à jour continuellement et faire son introspection pour mieux faire évoluer son métier. Donc ce métier-là est absolument formidable. Le métier d'agent immobilier, c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, en tout cas. D'accord. Et Proprio, en fait, vous, votre parti pris, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement, c'est quoi par rapport à cette profession? Euh, C'est- une agence immobilière aujourd'hui est une agence que l'on retrouve dans un format assez classique. Euh, Ouais, Tout le monde a un projet immobilier, tout le monde a pu un jour pousser à la porte d'une agence immobilière. Euh, c'est assez simple. Quand vous poussez à la porte, vous retrouvez une assistante commerciale, un directeur ou un manager, hein, les rôles peuvent être confondus, et 5, 6 conseillers sont présents à l'agence, qui sont chacun sur un micro-secteur autour de l'agence. Ça, c'est le schéma classique de l'agence. Avec ça, tu peux retrouver des agences qui sont des franchises, donc forcément des Century, Guy Hockey, La Forêt, ou des indépendants, et tu as aussi les mandataires. Ce panorama immobilier existe depuis 30 ans dans cette forme-là. Proprio, donc quand moi je suis arrivé, le constat a été de se dire, un agent immobilier, un commercial, un sales, la meilleure manière d'accroître son CA, et pour l'avoir connu, c'était une hyper-optimisation du temps. Un sales ouais, n'arrive à fonctionner, de fait passer son CA. Alors, un agent immobilier, un CA hors taxe, ça doit être en moyenne à 150, 180 000 euros. De CA, c'est la commission d'agence, hein, qui le ramène pour l'agence. Euh, pour passer de 100 à 150 et de 150 à 200 et 200 et plus, il y a évidemment sa capacité à faire du réseau et à faire de la prospection. Mais pour faire tout ça, il y a une monnaie que l'on a tous en commun, qui est notre dénominateur commun, c'est pas l'euro, c'est le temps.
c'est la fonction du temps. Plus ton temps est optimisé, plus ton calendrier est ajusté, et c'est du fine-tuning que tu fais tous les jours, et à ce moment-là, tu fais plus de business. Donc le paradigme de départ, c'était de dire, un agent immobilier qui est bien formé, qui est bon, si on veut faire de lui quelqu'un qui fait encore plus d'argent, il faut lui faire une hyper-optimisation de son temps. C'est là qu'intervient deux leviers. Proprio s'est dit dans ces cas-là, l'hyper-optimisation du temps, c'est de la tech. Si tu reprends la chaîne opérationnelle de la vie d'un agent immobilier, on va lui optimiser son temps avec de la tech sur les tâches à faible valeur ajoutée, et on va optimiser son temps avec la structure de la boîte. Donc on a fait un maillage avec des business units qui vont satelliter autour de l'agent immobilier de manière à ce qu'il soit hyper optimisé pour qu'on lui prenne en relais. C'est un peu schématiquement dire que l'agent est un peu le client de Proprio. C'est-à-dire qu'il passe commande pour répondre à ses besoins, et qu'en répondant à ses besoins soit par de la structure, soit par de la tech, je vais avoir moi un sales qui va passer 80% de son temps à faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire de la prospection, du réseautage, du closing client et de la satisfaction client. Donc en fait, vous vous positionnez comme un facilitateur pour l'agent immobilier. Et du coup, c'est votre client, l'agent immobilier? Exactement. Alors évidemment, en agence immobilière, tu dois avoir comme client quand même tes vendeurs et tes acheteurs. Faut pas les oublier, ils sont quand même dans l'équation hyper important. Mais on s'est quand même rendu compte, et d'expérience, je peux le dire, c'est que demain, quand un agent immobilier qui a très bien fonctionné, qui a passé plusieurs années en agence et qui a un track record assez intéressant, s'il s'en va, ses clients s'en vont avec lui. Ils ne sont pas forcément intéressés par l'enseigne ou la marque, ils sont intéressés par le service qu'il a pu leur rendre s'il a fait un service 5 étoiles. Donc oui, notre discours s'est orienté sur des agents immobiliers pour leur dire, écoutez, ce que vous le faites bien, vous allez pouvoir le faire d'autant mieux. Et c'est Proprio votre solution. D'accord, très bien. Ben écoute, merci pour la présentation, hein. J'invite du coup les gens qui ne connaissaient pas Proprio à regarder vos services. Avec plaisir, proprio.fr. Proprio avec 2 O. Voilà. Ouais, voilà, tu fais bien de le dire. Du coup, aujourd'hui, tu voulais aborder le sujet du métier de Head of Sales ou de directeur commercial, notamment parce que tu m'as expliqué en off que bah, c'est un métier finalement que tu apprends au fur et à mesure en fonction de l'évolution de ton entreprise, et qu'il n'y a pas vraiment de formation de Head of Sales, hein. Tu évolues en même temps que la taille de la boîte. Et du coup, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était un peu parler de ce métier-là. Et notamment parce que toi, tu as vécu plusieurs évolutions chez Proprio. Tu étais là dès les débuts, tu nous l'as expliqué. Mhm. Et donc, c'est un sujet qui te tenait à cœur et tu voulais nous en parler un petit peu. C'est Oui, bien ça, hein. exactement, Alexandre. C'est-à-dire que c'est pas un métier qui est déconsidéré ou méprisé, hein, bien au contraire. C'est juste que euh, j'ai l'impression, tu vois, j'ai fait des études, et dans mes études qui étaient financières, mais j'ai quand même fini avec un master en école de commerce, et c'est pas un métier qui s'apprend, que l'on enseigne dans son côté très terrain, hyper pratique. Ce qui manque dans Ouais. l'enseignement, c'est sa praticité. Et moi, ça a été mon constat. Donc, c'est un métier qui est absolument clé. Donc, les décisions qui sont prises par un head of sales sont soit des décisions qui sont prises au sein d'un COMEX, ou des décisions que tu peux prendre seul, mais qui vont avoir des implications hyper fortes. Mal prises, ces décisions, tu peux vite mettre à mal une équipe. Et si tu mets à mal une équipe sales, potentiellement, c'est la boîte entière qui en souffre. On est quand même, je pense, la cellule responsable du cash-in de la boîte. Et sans revenu, c'est quand même compliqué de développer ou tout simplement d'exister. Donc, Ouais. le constat, ça a été le premier, c'est dans ma fonction d'head of sales, où il y a une fonction quand même qui est liée au recrutement. Je me suis rendu compte que si en agence, la problématique d'agence immobilière, c'est que la plupart des managers ou directeurs ou des postes commerciaux, ce sont souvent les meilleurs sales qui deviennent ces managers ou qui finissent head of sales. La problématique, c'est que accorder au mérite, c'est bien, mais attention, la fonction d'head of sales, elle est différente de la fonction sales. Ce sont deux métiers totalement différents, et c'est deux métiers différents parce que ça demande des qualités différentes. La job desk du head of sales n'est plus la même, et elle doit absolument s'adapter. Et c'est un poste qui, effectivement, comme tu l'as dit, était un poste qui évolue énormément. Il évolue parce que la boîte évolue et que ton rôle doit être synchrone avec l'évolution de la boîte et dans la résolution de ce que tu dois faire pour la boîte, en tout cas.
Ouais, exactement. Donc, ce qu'on voulait faire là, pour cet épisode, c'était de faire un petit exercice pratique, Mhm. c'est-à-dire de prendre en fait finalement le métier de Head of Sales. Alors, je me dis aussi directeur commercial pour Oui. notamment le monde des PME qui ne sont pas des startups, par exemple. Mhm. Et donc, tu commences par exemple, comme toi chez Proprio, à un poste où finalement vous n'êtes pas encore beaucoup. Exact. Tu n'as pas encore trop de commerciaux et puis on va voir l'évolution qu'on peut avoir. Donc on va essayer de fonctionner par chronologie et on va prendre d'abord le début. Bon, imaginons que voilà, je me fais embaucher comme toi en 2017 par une boîte comme Proprio Mhm. et je me fais embaucher à ce poste. Comment ça se passe les débuts? C'est quoi quand je commence dans une boîte qui monte, qui n'est pas encore trop importante? C'est quoi les premières missions, les premiers enjeux? Bah, le premier enjeu, c'est déjà de considérer son poste et de considérer la tâche qui est la tienne, c'est-à-dire de plus être un sales. La première chose, c'est de pouvoir faire cette dichotomie entre ça y est, j'ai été sales, maintenant je vais être un directeur commercial et j'ai comme fonction une fonction totalement différente de celle qui est d'être sur le terrain. Euh, la fonction que l'on a en tant que manager ou en tant que directeur commercial n'est plus dans la résolution de problèmes, parce que résoudre, c'est trop tard, mais dans l'anticipation. L'anticiper, c'est la clé. Donc, ce que tu dois apprendre à faire, c'est être un joueur d'échecs dans un premier temps et te dire, OK, je dois faire face et anticiper des situations. Et c'est là un peu tout le nœud du problème, c'est que des situations, il y en a énormément dans ce métier-là et qu'il faut quasiment tout anticiper avec une vision à 360 de la boîte. Donc la première chose, c'était, dans ma prise de fonction, c'était de considérer à 360 la boîte, de plus la considérer sur une fonction purement commerciale. C'est d'abord savoir qu'il y a du marketing derrière, qu'il y a de la tech, qu'il y a du community manager, qu'il y a du RP, qu'il y a du... Tous ces métiers-là vont avoir une incidence énorme sur ta fonction commerciale. Et donc, tu dois absolument connaître, pouvoir parler, pouvoir comprendre ce qui est dit et comprendre surtout la vision de la boîte pour après la transmettre à ton unité commerciale. Ouais, donc quand tu commences à ce poste dans une boîte, peut-être une des premières choses que tu vas faire, c'est une sorte d'audit de la boîte qui t'a embauché, c'est ça? Alors, il y a un audit, certes. La première chose que j'ai pu faire, c'est me positionner. Disons que j'ai commencé à apprendre le langage Ouais, des gens avec qui j'interagissais. C'est-à-dire que quand tu mets autour d'une table un CFO, un CTO, donc un directeur financier, un directeur informatique, un responsable marketing, et que tu mets un sales aussi autour de la table, un directeur commercial, on ne parle pas tous le même langage. Et la ouais, première chose qu'il va falloir faire si tu veux que ta boîte elle fonctionne, c'est quand même de comprendre et comment t'exprimer avec chacun d'entre eux. Et donc, ce que fait aussi un commercial quand il est chez plusieurs clients qui ont des profils différents, c'est adapter son discours pour pouvoir essayer de le closer. Donc, c'est exactement ce qu'il en est. C'est réapprendre à parler et à comprendre exactement le lexique, parfois, tout simplement, ou leur vision des choses pour pouvoir faire avancer ta boîte. Parce que quand tu te retrouves encore assis à table avec eux, il faut pouvoir se faire entendre, se faire comprendre et comprendre ce qu'ils veulent. d'accord. Donc, la première chose, Euh, c'était si, ça. si on prend ton exemple à toi, quand tu as commencé chez Proprio, c'était quoi l'équipe en place? Il y avait combien de personnes dans l'équipe sales? Bah, alors l'équipe sales n'avait pas été créée. Quand je suis arrivé chez D'accord. Proprio, quand je dis quasi création, c'est quasi création. On s'est retrouvé à 4, à 5 dans un bureau. Il y avait donc Ok. Simon et Henri, les fondateurs de Proprio. Il y avait une personne qui était déjà présente et qui accompagnait Simon et Henri sur la partie client, satisfaction client notamment, un tech, un dev informatique. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là parce que la Proprio devait grandir et pour grandir, il fallait monter une équipe commerciale. D'accord, très bien. Et donc, comment ça s'est passé? Ça a été quoi les étapes, on va dire, un peu fortes chez Proprio? On va peut-être fonctionner comme ça. Ouais. J'imagine que Bien sûr, quand tu excuse-moi, oui, excuse-moi, c'est exactement ça. Il y a une étape qui est forte, c'est la première recrue, le Ouais, premier c'est sales, ça. le premier sales de Proprio. Ça, c'est une étape qui est très très forte et on peut pas l'oublier. C'est le moment où tu ne passes plus de temps sur le terrain, mais tu le passes à éplucher des CV, des demandes, à sélectionner, filtrer, à faire des entretiens et à essayer de trouver. Et tu veux pas te tromper sur la première personne. C'est impossible de se tromper sur la première personne. Il faut pas. Euh, et donc, tu commences à faire tes entretiens et à essayer de voir qui va fitter le plus avec la boîte, qui va
comprendre où est-ce qu'on en est, qui va accepter d'arriver dans une création d'une startup qui a un super avenir, de grandes ambitions, et pouvoir lui faire comprendre cette vision-là, et que ça va être sûrement dur, qu'il va falloir passer par des étapes avec, je pense, un ascenseur émotionnel très fort. Ouais. Et donc, c'est cette étape-là qui était une des pierres, une fondation de Proprio, ouais, la création, l'embauche du premier sales. Oui, puis alors la capacité de recruter des bons commerciaux, bah, elle est pas innée. C'est quoi, toi, les conseils que tu peux donner sur ce sujet, ou les erreurs que tu as faites que tu voudrais pas refaire? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux nous donner des petits tips là-dessus? Tu sais, j'ai commencé à beaucoup potasser sur la partie RH à ce moment-là, en me disant, j'ai pas le droit, encore une fois, j'ai pas le droit de faire une erreur sur mes recrues. C'est absolument fondamental. Il faut que je retrouve des gens. Et alors, c'est pas par égocentrisme, mais je me suis dit, bon, si moi j'ai bien fonctionné dans mon métier, c'est un peu une introspection en disant qu'est-ce que j'ai bien fait dans mon métier et pourquoi je l'ai bien fait. Et il faut que j'arrive à retrouver des gens qui me ressemblent, ou en tout cas qui me ressemblent moi à mes débuts. Comme ça, au moins, je me trompe pas. Et j'ai fait ce cheminement-là. Et finalement, je me suis donné comme paradigme de recrutement une chose. Je ne demande jamais les CV des gens. D'accord, ok. Je pense qu'il y a certaines gens qui peuvent grincer en entendant ça, mais jamais je ne demande les CV. Ce que je veux recruter, quand on recrute un commercial, on recrute une personnalité, on recrute une personne dont le nom ne sera pas oublié lorsqu'il aura fini son rendez-vous avec toi. Ça, c'est peut-être le plus important, parce que cet effet qu'il va produire chez toi, il le produira chez son client. Et on a besoin, on peut appeler ça du charisme ou pas, mais on a besoin de gens qui marquent, qui ont une personnalité forte. Donc ça, c'était la première chose. Je ne demande pas le CV, parce que la vision hyper académique qui est assez française, de se dire, on prend quelqu'un qui a fait des super études et on va le mettre dans notre case, pourquoi pas. Attention, je ne suis pas en train de dénigrer les études, les hautes études commerciales, c'est tant mieux, il y a de très bons profils. Par contre, il faut pouvoir avoir chez un sales une intelligence qui ne soit pas une intelligence ultra académique. C'est pas au QI qu'on va pouvoir le recruter, mais une intelligence de situation. Cette forme d'intelligence-là, elle est absolument primordiale. Et parfois, recruter quelqu'un, parce qu'un commercial, quand il arrive chez son client, il a l'obligation de lui apporter des solutions tout de suite. Et il doit avoir des fulgurances, une espèce de fulgurance, quelque chose qui le transcende, de dire, mon client, pour le closer, il faut que je lui fasse comprendre que je suis la personne de confiance, celui qui va lui apporter la solution tout de suite. Donc, cette Ouais. intelligence de situation, qui est fortement liée à un quotient plus émotionnel qu'un quotient intellectuel, c'est ça que je recherche avant tout chez un candidat. Et c'est au départ le pli que j'ai pris sur mon recrutement et qui me suit encore jusqu'à maintenant. Ouais, c'est rigolo parce que le premier épisode des Héros de la Vente, c'était avec Up2, qui est donc un cabinet de recrutement pour les commerciaux. Et je crois que c'est une des premières choses qu'il dit, effectivement, c'est de attention au CV. C'est pas forcément là où vous allez trouver les pépites, parce qu'il y a énormément de gens qui sont bons dans la vente, qui n'ont pas fait soit des études correspondantes, ou même soit des métiers auparavant qui étaient liés à la vente, en fait. C'est très vrai. Mm. Ça me rassure. Ouais, ouais. Tu pourras l'écouter, ça te rassurera. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien de commerciaux chez Proprio? On est 40 commerciaux chez Proprio. Pendant la phase de confinement actuel, on a continué de recruter. On est Ouais, content parce que Proprio a continué à se développer. C'est l'avantage de la PropTech par rapport aux agences classiques, c'est qu'on a continué le business et que le recrutement avec, et notamment la forte appétence des agents pour de la PropTech, et donc ils se retournent vers des agences comme nous, comme Proprio, pour continuer leur activité. d'accord. Et donc j'imagine, voilà, au début, donc tu passes du temps pour ne pas rater ce premier recrutement. Mhm. Après, tu commences à recruter le premier, puis les autres commerciaux, les premiers commerciaux de l'équipe. Exact. Donc j'imagine après tu passes à d'autres challenges, notamment l'animation d'une équipe. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les étapes ont été chez Proprio, ça fait 1, 6, 6, 12, 12, 30, et après quasiment 40, et on va arriver bientôt à 50. Et c'est un peu les étapes du recrutement. Donc en fait, Oui, pardon. en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'au début, tu en as recruté un, et après, le recrutement suivant, c'était 5 commerciaux recrutés en même temps. Exactement. Euh, Et Proprio a commencé à bien se développer, la partie market aussi, la notoriété de Proprio avec.
Il y a eu en fait, il y a eu beaucoup de magazines qui ont commencé à parler de nous. On a fait un passage sur Capital à ce moment-là, donc ça a skyrocketé la boîte et forcément, il nous fallait plus de gens et on a recruté 5 d'un coup, on est arrivé à 6 et de 6, on est vite passé à 12. Ouais, et j'imagine c'est intéressant, que c'est une bonne pratique. Enfin, j'ai déjà entendu ça, que le fait de recruter plusieurs candidats en même temps, ça permet de créer une émulation aussi. Ouais, exactement. Bah, l'enjeu d'un head of sales, c'est aussi de pouvoir recruter et qu'à chaque nouvelle recrue, tu ne casses pas toute la bienveillance, tout ce que tu as pu créer, toute l'émulation, l'envie d'en découdre avec sur le terrain. Et donc, à chaque nouvelle personne, tu te dis, il faut qu'elle apporte. Et ce fit équipe, ce fit avec la boîte, parfois, tu sais, j'ai refusé des recrutements de gens qui étaient de super commerciaux, mais dont je me disais, si lui rentre dans mon équipe, il va pas fitter avec le reste. Et forcément, j'ai besoin de garder cette cohésion d'équipe. Elle est bien plus forte qu'une individualité. Donc, sur les 12 premiers recrutés, on avait créé ce socle-là et il est encore présent. Il est encore présent aujourd'hui et ça, c'est un enjeu qui est fondamental chez un head of sales. Et là, donc voilà, tu as les 12 premiers recrutés. On évolue dans le temps, on va vite, hein. Oui, oui, Mais exact. tu as les 12 premiers recrutés. C'est quoi tes bonnes pratiques pour animer cette équipe? Alors, l'enjeu, c'était après déjà, pour les animer, c'était déjà de donner un zoning à chaque sales. Parce que ce qui peut être compliqué, c'est lorsqu'un sales mange dans la gamelle de l'autre, par exemple. Et donc, c'est les RDJ, les règles du jeu dans la boîte, c'est le zoning et pouvoir donner à chacun finalement euh, un bout du gâteau, un secteur, un terrain de jeu. De manière à ce que si chacun a son terrain de jeu sans avoir besoin de manger chez l'autre, et ben, finalement ton équipe, elle fonctionne vachement bien parce que l'un va demander des conseils à l'autre sur son terrain, pourquoi ça a marché chez l'un et pourquoi ça va marcher chez l'autre, et ils vont commencer à travailler ensemble. Si tu les mets en compétition, tu risques de casser quelque chose. Ouais, ouais, j'ai déjà vécu ça auparavant dans une boîte précédente, effectivement, où le zoning était pas toujours clair sur certaines régions et ça crée forcément des tensions parce que tu te retrouves finalement à démarcher les mêmes clients. Ouais. Et l'expérience client n'est pas géniale derrière en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc le zoning, on n'a pas parlé aussi un peu de l'onboarding. Alors j'ai fait un épisode spécifique sur l'onboarding. J'imagine que là aussi, tu as dû pas mal réfléchir à quand tu fais rentrer 6 nouveaux commerciaux, Ah oui, comment tu as tu raison. les onboardes d'une manière où ils vont se sentir bien. Ouais, tu as raison parce il y avait l'avantage des onboarding quand tu as une personne et que voilà, c'est ta seule recrue, c'est facile de l'onboarder, de lui donner matin, midi et soir les tips pour faire son métier et le faire évoluer. Il y a un enjeu onboarding dans toutes les boîtes, hein. De toute façon, l'onboarding, c'est absolument clé. C'est le temps que tu passes au départ euh, qui va faire en sorte que il ait les fondamentaux pour bien évoluer dans la boîte. Et donc, l'onboarding a commencé à se mettre en place. Euh, Assez rudimentaire au départ, où on a fait une bible pour chaque nouvelle recrue, et il fallait aussi compartimenter cette bible sur la partie tech, puisqu'on a des outils qu'on a utilisés qui ont été développés par Proprio et pour Proprio. Et il y a aussi la partie métier, parce qu'au départ, on avait pris des gens qui étaient des néophytes de l'immobilier, donc il fallait aussi les former à ça. Et dans un deuxième temps, on a recruté des agents immobiliers beaucoup plus expérimentés. Mais l'onboarding a été vraiment clé. La construction de cet onboarding doit vraiment être fait de manière à ce que, dans un premier temps, enseigner la vision de la boîte, comprendre l'ADN de la boîte. Une fois qu'ils ont réussi à s'accaparer ça et à adopter la vision de la boîte, c'est beaucoup plus facile de pouvoir leur apprendre la partie technique. C'est pour ça que chez nous, l'onboarding, par exemple, il commence toujours par un speech de Simon et Henri, qui sont les fondateurs, pour qu'ils comprennent déjà la vision de la boîte, là où ils sont, et ce qu'on attend d'eux, ça viendra juste après. D'accord. Ça dure combien de temps chez vous, l'onboarding? Est-ce que c'est délimité dans le temps ou pas forcément? Oui, c'est délimité dans le temps, ça se fait en plusieurs phases. Donc cette première phase où il faut effectivement que il y a Simon et Henri qui interviennent dans un premier temps pour accueillir tout le monde et leur donner la vision de Proprio. Chaque directeur de business unit vient se présenter aussi pour donner sa roadmap. Et ensuite vient la partie hyper pratique et pragmatique de un organigramme qui fait quoi, où chaque information doit aller. Puis après, il y a la formation sur la charte, on dirait, qualité euh,
de la boîte pour que les sales, ou en tout cas tous ceux qui viennent chez Proprio, aient le même niveau de qualité, hein, même standard de qualité. Ça prend plusieurs jours. Et après, dans un deuxième temps, dans une première semaine quasiment, et la deuxième volet de l'onboarding, c'est pour la partie sales, c'est du shadow avec un team lead. Donc on a un manager d'équipe qui lui est en général un agent hyper expérimenté, qui est chez Proprio depuis un bout de temps, et lui prend ses nouvelles recrues et fait des rendez-vous en shadow partner, justement pour vérifier que toute la chaîne opérationnelle est respectée, que le process est respecté, qu'il arrive à ne pas... Tu sais qu'un outil, lorsqu'il est mal utilisé, se retourne contre toi. Donc c'est joli d'avoir un outil tech, c'est très bien d'avoir de la tech, mais il faut vraiment bien maîtriser son outil si tu veux avoir cet effet waouh, et cet effet, et surtout la praticité de ces outils-là. Donc on a besoin d'accompagner de façon à ce que 2 semaines plus tard, on considère qu'il est capable de voler de ses propres ailes et d'aller sur le terrain. Ouais, c'est vraiment, enfin, on n'insiste jamais assez sur l'onboarding, hein, mais c'est ça qui va souvent faire que l'expérience de ton nouveau collaborateur soit réussie et c'est comme ça qu'il va être performant. J'aimerais, tu parlais d'onboarding, j'aimerais quand même, tu sais, on a eu pas mal il y a eu déjà des sales et des agents immobiliers qui ont rejoint Proprio. Tu sais, c'est un métier qui est encore, sur certaines personnes, certaines agences hyper classiques ont encore du mal à évoluer, et on a des agents immobiliers qui n'arrivent pas à faire le pli de la PropTech. C'est quand même à des années-lumière de chez eux, de leur éducation, et certains fonctionnent encore au papier crayon quasiment. C'est arrivé le cas d'une sales qui est venue chez nous, qui n'a pas réussi à fonctionner avec des apps, avec un CRM, avec une multitude d'informations. Et bon, c'est vrai que l'univers startup est assez dense et hyper réactif, hyper évolutif. Donc on parlait d'onboarding, mais c'est vrai qu'il faut aussi parler de ces gens qui parfois n'arrivent pas à faire le pli d'arriver dans une startup avec une énergie folle, et qui sont aussi coutumiers d'agences beaucoup plus petites. Mais c'est vrai que le principe d'onboarding, c'est quand même vraiment les fondamentaux pour une boîte, et on ne peut pas lésiner sur l'onboarding. Et ouais, non, je vous invite du coup à écouter l'épisode sur ce sujet. Vous avez un exemple d'onboarding vraiment millimétré. Donc c'est un épisode très important. Ouais. Donc là, on est à 12 salariés dans ton équipe Exact. commerciale. Tu m'as dit que tu es passé de 12 à 30. J'imagine que là, c'était une étape quand même importante parce que 12, bon, bah, tu gères, c'est un petit groupe de personnes, tu peux le gérer, c'est une équipe de basket, tu peux le gérer comme un coach sans problème. Mais 30, bah, c'est une équipe de rugby. Ouais. Et c'est plus la même. Souvent, tu as besoin de plusieurs entraîneurs là. Exactement, c'est-à-dire que les 12 premiers, tu peux faire du coaching particulier, tu peux même aller en rendez-vous avec eux et voir ce qui ne va pas, et c'est beaucoup plus simple en tout cas. Et le passage à 30, en fait, il est lié aussi à une donnée qui est une levée de fonds. D'accord. L'avantage de Proprio en l'occurrence, c'est qu'on a connu en 3 ans énormément de situations. C'est un condensé de ce que peut vivre une entreprise en aussi peu de temps. C'est-à-dire qu'on a connu quand même 2 levées de fonds, dont une majeure il n'y a pas très longtemps, ce qui fait qu'on a pu financer donc la croissance de Proprio avec la levée de fonds. Et on est arrivé évidemment pour la croissance, on est arrivé à recruter et faire donc. Alors ça s'est recruté pas en une fois, mais en 2 fois, avec 2 onboarding qui ont eu lieu. Et là, c'est vrai que ton métier change. C'est donc, on avait effectivement dit en introduction que le poste de Head of Sales, la job desk du Head of Sales évolue en fonction de la boîte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, il faut créer un relais. Ton information de 1 pour 10, elle passe, ça fonctionne. Mais quand tu es 1 pour 30, c'est beaucoup plus compliqué. Tu ne peux plus être ce coach, celui qui va délivrer une information à un particulier. Mais ce que tu dois faire, c'est créer un relais. Et c'est à ce moment-là où tu mets en place ce qu'on appelle des team leads, qui vont être là pour apporter une double information. À la fois, toi, transmettre la vision de Proprio auprès des équipes sales, et que eux soient le relais des doléances et des besoins et des idées des gens qui sont sur le terrain. Parce que faut pas oublier que dans une société, dans une boîte, en tout cas, c'est ma vision managériale. Je crois carrément qu'une boîte se construit par le bas, elle se construit pas du tout par le haut. C'est pas Rodolphe Almalé qui construit la fonction commerciale en l'occurrence, ce sont les gens qui sont sur le terrain, qui savent exactement. Nous, en tant que sales, on sait très bien qu'on adapte notre discours. On sait que dans un secteur où un produit s'adapte en fonction de son auditoire, qu'en tant qu'agent immobilier, travailler dans le 92, le 94, dans Paris 18e, le nord, le sud du Paris 18e ne fonctionne pas de la même manière, parce qu'il y a des micro-marchés. Et donc, il faut absolument faire les choses différemment. Et tu vois, ces gens-là remontent des informations qui sont hyper pertinentes
Et nous, on a le devoir en tant qu'head of sales de répondre à leurs doléances. Alors attention, je n'ai pas dit caprice, j'ai bien dit doléances, de façon à faire en sorte qu'ils aient les meilleurs outils et le meilleur discours pour pouvoir closer leurs clients. Donc, Euh, c'est ces oh, oh, teams-là oh, qui sont le relais de la parole des sales. ouais. Rodolphe, juste pour pas pour être sûr que j'ai bien compris, tes commerciaux sont tous des agents immobiliers? Aujourd'hui, oui, ce sont tous des agents immobiliers. Ils ont tous eu un passage en agence ou une formation type BTS immobilier. Proprio s'est donné comme volonté de recruter des gens qui avaient déjà. En fait, tu sais que l'agence immobilière ou l'agent immobilier a beaucoup plus de pertinence par sa science de son secteur. Donc, on a pris des agents Ouais. immobiliers hyper locaux qui sont un peu comme moi à mes débuts, c'est-à-dire habitant dans le 15e, travaillant dans le 15e, sur son terrain de jeu, avec une connaissance hyper fine de ce secteur-là. Et ben, c'est exactement le même propos. On s'est donné comme volonté de recruter des gens qui sont des experts de leur secteur. Donc aujourd'hui, on a des experts locaux qui composent l'équipe d'agents immobiliers. D'accord, ok. Donc c'était pour bien comprendre. Et donc le métier de tes sales, c'est vraiment d'aller chercher des biens et des acheteurs. C'est Oui, et c'est comme un agent. Et parce qu'au début, j'avais compris qu'en fait, tu avais des commerciaux pour des agents immobiliers, en fait. Mais j'avais mal compris, je pense. non, on a les agents immobiliers vont chercher. Tu sais, il y a deux façons de récupérer d'avoir du lead. La première, c'est lié évidemment à tout ce que tu fais en marketing. Donc, tu as de l'acquisition de lead qui est liée à ton référencement payant ou naturel. Donc, ça, Ouais. c'est du lead qui arrive de façon organique sur le site. Et tu as aussi la partie faite par le commercial ou l'agent immobilier qui est sur son terrain, qui a un réseau, qui a une notoriété, à qui on a associé le prénom par exemple, de Alexandre dans tel arrondissement. Bah, c'est Alexandre l'agent immobilier parce qu'on le voit toujours marcher dans la rue et faire ses visites et vendre, mettre des panneaux, etc. Donc il est venu, il est reconnu, il est réputé pour ça. Il a été identifié comme agent immobilier. Donc oui, ils vont chercher un peu c'est de la prospection dans le dur parfois. Donc il y a aussi ce deuxième D'accord. levier pour récupérer du mandat. Ok, bon, super, j'ai bien compris. Donc là, vous avez levé de l'argent, tu recrutes 30 personnes et du coup, comment tu fais? Tu commences à créer peut-être des managers qui vont peut-être t'aider dans la gestion d'équipe? Oui, manager qui aide dans la gestion d'équipe, ils sont le relais. Donc on a parlé de l'onboarding des sales, mais il y a aussi l'onboarding des managers. Donc ça, c'est aussi un enjeu qui est d'autant plus important parce qu'il faut quand même que tes managers sont quand même un peu des mini head of sales à leur tour. Donc il faut pouvoir les onboarder sur une fonction qui est différente. Et au même titre qu'ils étaient très bons sales, ils doivent réapprendre un nouveau métier. On sait la crédibilité qu'ils ont, en tout cas on leur accorde cette crédibilité parce que sur le terrain ils ont été très bons, mais il faut maintenant leur faire les habiller d'un nouveau costume en tout cas. Donc Proprio lève des fonds, on recrute, on a des managers qui sont nommés, qui sont relais, et là commence une nouvelle mission dans ta job desk, c'est-à-dire que tu animes plus une équipe, tu demandes à d'autres personnes de l'animer à ta place, avec maintenant toi en toile de fond toujours l'atteinte de tes objectifs, d'avoir cette croissance perpétuelle pour ta boîte. Et là l'enjeu devient différent parce que tu deviens plus un manager, tu deviens un leader. D'accord. Et Et là, alors il là, faut c'est pas. quoi c'est quoi justement le retour de bonnes pratiques que tu peux nous donner quand tu passes comme ça d'un manager de 12 personnes à un leader de deux managers qui vont gérer une plus grande équipe? La clé, c'est l'information. La clé, Ouais, c'est la transparence sur cette information. Que ça soit, on reste quand même une petite boîte. On est une centaine de personnes aujourd'hui, mais ça reste quand même une petite boîte. Et l'information, il faut surtout apprendre à anticiper et apprendre à réagir à certaines choses. Notamment, tu sais que cette information arrive quand même à- à circuler assez rapidement. Il peut y avoir des espèces de non-dits, des incompréhensions. Et donc, la clé absolue, c'est d'être sûr qu'une information passe et qu'elle soit la bonne et qu'il n'y ait et pas alors, de problématique d'incompréhension ou de doute ou de fantasme sur quoi que ce soit. et alors comment tu fais pour que cette information passe bien? Bah, ton métier, il passe par
finalement organiser, avoir des routines. Et ça, c'est absolument primordial. Et c'est un de mes conseils pour tout head of sales en devenir ou tout manager. Créer des routines, quitte à en avoir beaucoup, c'est pas grave. L'idée n'est pas d'avoir une réunionnite aiguë avec sa boîte. J'ai fonctionné à la Société Générale et je peux t'assurer qu'on passait notre vie en réunion. C'est pas le but. Mais des routines qui peuvent être comme une newsletter sur des informations, comme beaucoup de boîtes utilisent Slack par exemple. Dans ce cas-là, ce serait une chaîne sur Slack ou une boucle de mail, ou ne serait-ce que de s'organiser des routines de restaurant café avec ses équipes, mais de prendre des routines. Moi, j'organise 2 routines par exemple dans ma semaine, quasiment 3. La première, c'est vraiment la réunion sales avec avec tous les sales réunis, de façon à leur donner ce que m'ont transmis Simon Henry ou le COMEX, c'est-à-dire une vision de la boîte sur la partie sales, donc ce que l'on attend des sales à l'échelle d'une semaine ou du mois et du trimestre. Donc ça, c'est ma réunion du lundi. Et tous les mercredis, j'ai une demi-heure. C'est le petit coup de fil qui va permettre d'être le jalon dans la semaine pour prendre le pouls. Et tous les vendredis aussi, je fais un point avec les team leads pour justement, ça passe par un café, en général, c'est quelque chose d'assez informel, pour juste discuter. Pas forcément, tu sais, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'équilibre privé et travail, c'est absolument fondamental. Beaucoup disent qu'il ne faut pas importer ces problèmes au travail, ou c'est quand même assez compliqué quand on passe 10, 12, 13, 15 heures au travail. C'est quand même très très compliqué de faire la part des choses. Donc il faut toujours aussi prendre soin de ces commerciaux. Ils sont très très importants. Plus ils sont seniors, plus ils rapportent à la boîte. Il faut absolument les considérer. Le besoin de reconnaissance est d'autant plus important, et il faut de temps en temps, ça passe par un manager qui doit être humain, qui doit reconnaître quand il a fait des erreurs, qui doit prendre aussi les bons conseils de ces gens sur ses équipes. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne bien finalement. Jusque-là, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Ouais. Aujourd'hui, rapidement, une routine dans la semaine chez Proprio. Bon, là, avec le confinement, ça a peut-être été chamboulé pas mal, mais d'habitude, c'est quoi? C'est réunion du lundi. Après, t'as des points plusieurs fois dans la semaine. Exact. Comme tu nous as dit, des restos, des cafés. Est-ce que tu peux nous dresser rapidement, genre, un peu une semaine type, sans trop rentrer dans le détail, mais voilà, en nous disant, bah tiens, on fait ça le lundi, on fait ça le mardi, Ouais, et oui, puis oui. Alors le lundi, par exemple, donc le lundi matin, tu as le point, le morning meeting, qui est celui que moi j'anime pour absolument donner ces informations sur un peu plus macro sur la volonté de la boîte et ce qu'elle attend d'eux. Le deuxième point, c'est les team leads avec chacun de leurs sales, pour leur donner maintenant une vision plus micro du pipe, essayer de voir un peu ce qu'il en retourne de tout leur business. ça, Team Lead, c'est genre un de tes managers qui fait un point avec son équipe, c'est Ouais, ça? exactement. Ok. Et Là, ça, c'est le lundi matin aussi? ouais, c'est dans la foulée. Ok. Et Ok. juste après ce point-là, nous, on a ce qu'on appelle des chargés d'opération. Et c'est en ça où Proprio se distingue des agences immobilières classiques, j'entends. C'est-à-dire qu'on a dans la structure, on a des chargés d'opération qui sont là pour être le soutien, le backup des agents sur le terrain. C'est du monitoring de performance, du monitoring de pipe, et ils sont là pour analyser toutes les performances des équipes et aider ces gens-là à mieux performer sur leur zone. Et donc, ils ont un point avec eux constamment pour voir ce qui a amélioré. Donc, c'est un point sur ce qui a été fait et un point sur les projets en cours. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est tous ces points, c'est le lundi. Ouais, Et après, dans la semaine, donc les commerciaux font leur travail sur le terrain. Et tu mercredi. peux avoir. Et Ouais. après le mercredi, on passe au mercredi pour un brainstorming. Ok. Mercredi, brainstorming avec toute l'équipe, ou là aussi par Moi, team avec les lead, team ouais. leads, ouais. Ah, toi avec les team leads. Exact. Ok. Ok. Et donc c'est ça chaque semaine. Après, Ça, et le il peut avoir vendredi, des. il y a une routine Ouais. que l'on a mis en place. C'est tous les vendredis, on a une réunion qui est d'une demi-heure, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. C'est chaque responsable de BU prend la parole devant toute la boîte. Que ce soit en physique ou retransmis. Bon, en ce moment, c'est évidemment beaucoup plus retransmis en visio. Et chaque directeur de BU a pour but d'expliquer ce qu'il a fait le mois d'avant, où en est sa roadmap et ce qui est prévu sur les mois suivants. Pour avoir encore une fois une vision à 360 de la boîte. Parce qu'un commercial,
lorsqu'il va closer un client, il ne va pas le closer juste sur 2-3 arguments. Il doit aussi, un client, quand il signe chez nous, il doit se dire, je signe chez Proprio parce que Proprio, c'est ce service-là, mais c'est aussi ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir demain. J'ai confiance en elle parce qu'elle a fait tout ça et elle va faire encore plus. Et donc, pour transmettre toute cette information au client et lui faire comprendre que Proprio, c'est beaucoup plus, il faut que le sales ait une vision, une connaissance à 360 de sa boîte et de ses évolutions et de ce qui va, je sais pas, on va sortir dans un mois quelque chose qui est assez côté tech et produit, assez faramineux pour nous, hyper important, hyper clé. Il faut que le sales le sache et il faut qu'il le dise à son client pour que le client soit aussi conquis. Donc ça, c'est hyper, pour moi, impératif que chaque responsable de BU, tous les vendredis, une demi-heure, parle. Et donc, on a 5 vendredis. Donc, il y aura le directeur commercial, moi, il y a le directeur financier. Chacun parle de la DRH. Puis après, il y a un vendredi où les fondateurs parlent pour parler de Proprio d'un point de vue vraiment plus macro et sur une vision plus moins intermiste ou long-termiste. Ok, très bien. Bah, c'est intéressant d'avoir ça. Bah, c'est vrai que c'est pas toujours un équilibre facile à avoir. C'est, bah, comme tu le dis, des points pour maintenir un rythme et des échanges et l'échange d'informations dans une boîte, sans tomber effectivement dans la réunionnite dont tu as parlé un peu là tout à l'heure. Donc c'est bien d'avoir ce retour. Mmh. Du coup, Rodolphe, on va arriver à une quarantaine de minutes là d'entretien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette fonction de Head of Sales? Est-ce qu'on a brossé un peu pas mal de points et sur l'évolution? Bon, bien sûr, on pourrait faire 3 heures sur le sujet, voire plus, Ah oui, mais c'est vrai. on essaye de concentrer la chose. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais évoquer qu'on n'a pas abordées? Bah, tu sais, c'est un ensemble de micro-thématiques. Effectivement, on pourrait en parler des heures et des journées entières, mais je crois que chaque head of sales pourrait se reconnaître dans des thématiques qu'il doit anticiper dès maintenant, que l'on connaît tous, c'est-à-dire cette croissance d'équipe, comment je gère, comment je récompense, comment je fais face à un changement de stratégie ou de pivot, comme a pu faire Proprio ou certaines boîtes, ça se manage. Il y a un point qui est lié aussi à la croissance d'une boîte, c'est souvent le développement en France nationale, d'ouvrir des villes par exemple. Et quand tu ouvres des villes et que tu as comment tu manages une équipe qui est décentralisée, comment tu manages une équipe lorsque tu as des gens qui ont entre 23 et 60 ans et qui font le même métier, euh, adopter les outils digitaux, c'est un ensemble de micro-thématiques, je pense, auxquelles il faut absolument qu'un manager ou qu'un head of sales en devenir anticipe, comprennent et se disent ok, il peut se passer ça, il faut absolument que j'ai les réponses maintenant. C'est souvent beaucoup de bon sens et ne pas oublier son intelligence de situation parce que c'est vraiment ça qui est aujourd'hui. Ouais. Alors en fait, ce qui était bien avec cet épisode, c'est qu'on a vu un peu les grandes lignes de quand tu évolues, notamment sur la taille d'une équipe commerciale. Et après, comme tu l'as dit, après, il y a plein de micro-sujets. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que sur ces micro-sujets, ben, aujourd'hui, tu as énormément de contenu, hein. Rien que mon podcast, sur chaque sujet, tu vas avoir un épisode. Mais tu as plein de blogs, de bouquins. Et du coup, ça m'amène justement à mes dernières questions de l'épisode. Transition. Donc justement, est-ce que toi, tu as des contenus que tu pourrais conseiller à nos auditeurs? Ouais, c'est vrai que la partie commerciale, on a été abreuvé, je pense, de bouquins. Moi, ouais, il y a quelques lectures que je pourrais conseiller. Alors, il y a une personne qui est de plus en plus célèbre parce qu'elle communique énormément sur les réseaux, qui est Michael Aguilar, qui avait rédigé notamment un livre sur les vendeurs d'élite et qui fait beaucoup de réunions, de meetings. Il prend énormément la parole sur LinkedIn notamment. Quelqu'un de très très pertinent parce qu'il a vraiment éprouvé ce métier-là, il a empirisé et il a développé du contenu hyper pertinent. Je suis un fan absolu des TEDx. Ça te donne, Ouais. ah oui, ça te donne une énergie absolument folle et une culture générale qui est absolument nécessaire. C'est vrai que TEDx, c'est vrai que TEDx, on en parle, enfin, on en parle un peu moins, je trouve, en ce moment, mais à chaque fois que tu regardes un TEDx, tu en ressors, comme À tu dis, nourrir. avec beaucoup d'inspiration. Ah oui, c'est impressionnant le contenu que tu peux avoir sur un TEDx, donc je suis absolument fan et ça s'écoute très facilement. Enfin, moi, ça m'arrive très souvent d'écouter un TEDx pendant que je suis en train de préparer la mise en forme d'une presse, de ma presse du lundi. Bah,
tu vois, j'écoute ça en toile de fond et c'est hyper. Moi, je suis abonné aussi au Harvard Business Review, Ah oui. surtout les hors-séries qui sont des condensés d'intelligence et c'est vraiment à conseiller. Je dirais abonnez-vous. Surtout les hors-séries les dossiers hors-séries sont très 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 bien faits. Quand j'ai commencé Sales, j'avais et notamment en école de commerce, il y avait les lectures de Robert Greene, tous les livres de Robert Greene qui sont Power ou Stratégie, qui aussi sont Oui. assez fans. Et récemment, j'ai lu un livre qui est apparemment assez connu, qui est Culture Map de Erin Meyer, et qui est un ouvrage à lire parce qu'il te permet de faire de la vente consultative en l'occurrence, comment tu arriverais aussi à gérer une équipe lorsque les profils sont aussi hétéroclites. Et c'est un peu mon cas, c'est d'avoir des profils de gens hyper variés, que ce soit parce que les villes sont différentes, parce que la culture est différente ou les âges sont différents. Et tous ces profils t'apprend effectivement à mieux les gérer. Culture Map d'Erin Meyer, je conseillerais cette lecture-là. Écoute, je connaissais pas, donc merci pour la référence. J'irai me la procurer. En dehors du contenu, est-ce que tu as des outils ou des routines qui te permettent d'être performant au quotidien? Ça peut être dans ton travail ou même dans ta vie privée. Est-ce que tu as des choses comme ça que tu utilises? Alors, moi, j'ai une morning routine qui est assez simple. Je lis tous les matins. Je mets 15-20 minutes où je fais mon café chez moi et je m'installe et je bookine. Ça, c'est obligatoire. Je fais toujours un tour d'actu sur Twitter et sur LinkedIn parce que, alors déjà, LinkedIn, je l'utilise parce que ça me permet, je trouve du contenu déjà hyper inspirant, surtout quand tu es abonné à des fils d'actu, de gens qui sont dans ton métier, qui peuvent être des confrères, des concurrents et d'autres boîtes à l'étranger. Et aussi parce que je spot les posts de mes sales sur ces réseaux-là et je vois un peu si leur notoriété a évolué. Je regarde les commentaires qui vont avec. Sinon, Ouais. oui, j'ai une routine sportive, c'est la boxe. Ça me permet, moi, de canaliser mon énergie et c'est peu dire. Et c'est aussi apprendre à prendre des coups, savoir les encaisser, savoir en donner. En d'autres termes, c'est un peu la vie. Et sinon, j'ai une routine qui est très très bizarre. Alors, si vous voulez la copier, pourquoi pas. Mais je prends mon scooter et je fais des tours de périph'. C'est le moment où j'ai l'esprit qui vague, qui vogue, qui divague. Je ne sais pas comment tu veux le dire, mais c'est là où j'arrive à nourrir pas mal d'idées qui me viennent de façon complètement incongrue. Mais prendre la route et faire des tours comme ça, bah, ça me permet non, ça me permet d'avoir des idées qui arrivent. Je ne sais pas comment elles se nourrissent, mais c'est une routine que j'ai de faire avant de rentrer chez moi, de prendre mon scooter et faire un tour de Paris ou tour de périph et des idées me viennent au fur et à mesure. Alors, Alors, à copier ou pas, je ne sais pas, mais tu sais, je me rappelle moi d'une formation que j'avais eue qui s'appelait Think Out of the Box, qui était une formation assez étrange, mais c'était apprendre à sortir du cadre de tes biais intellectuels et apprendre vraiment à sortir du cadre pour avoir de nouvelles idées, parce que c'est souvent ces idées-là qui sont assez folles, mais il faut entretenir la folie. Et je le dis à mes équipes, entretenez la folie, entretenez le droit à l'erreur, c'est toujours important de rebondir dessus. Et moi, je me dis, bah, je vais entretenir cette folie-là, et en fait, en faisant mes tours de scooter, j'ai l'esprit tu sais, les idées se font d'une espèce de carte mentale qui arrive comme ça, et les idées viennent, et ça t'amène à peut-être des solutions quasiment. ouais, alors moi je fais ça, mais en promenant mon chien, tu Ah, vois. mais c'est ça, en fait, Mais, le but c'est de laisser son esprit un peu c'est divaguer, et ça, ça marche. c'est ça. Mais c'est vrai que faire des tours de périph', pourquoi pas, hein. Écoute, je t'imagine bien partir et on te demande: «Mais tu vas faire quoi?» «Juste un On tour verra de les tours périph'». de périph. Je reviens dans une heure. Oh bah, écoute, c'est très très drôle, merci pour ce retour d'expérience. Est-ce que il y a une vente qui t'a marqué dans ta carrière, que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, ouais, il y a 2 ventes moi qui m'ont marqué. Alors ça va te paraître quand même très cliché, mais c'est la première et la dernière entre guillemets. La première vente, c'est dans l'immobilier. Cette vente-là, elle était assez folle parce que je venais d'arriver en agence et j'avais un couple, enfin ouais, 2 personnes qui étaient des acheteurs que j'entretenais, avec qui je gardais un bon contact, et un appartement de mon collègue arrive et je sais pas pourquoi j'ai nez creux, je me suis dit il lui faut absolument cet appartement, ça va lui correspondre. Et je m'en souviens pourquoi, parce que j'emmène ces 2 personnes dans l'appartement, ils me font l'offre au prix de l'appartement. Je rentre en agence pour déclarer mon offre écrite et la visite de l'agent immobilier d'une autre agence sur cet appartement arrive et il prend la même offre au prix 2 minutes après moi. Sauf que
ma vente passe avant, parce que chronologiquement, on respectait cette chronologie-là, c'était une des règles du jeu de l'agence. Et donc, je fais ma vente en passant devant quelqu'un qui était reconnu dans le réseau parce qu'il avait un track record hyper important et que c'était une figure emblématique du réseau, qu'il connaissait très bien ce métier-là depuis longtemps. Et je lui passe devant alors que j'étais le petit nouveau, le petit bleu qui vient d'arriver. Et on m'a dit, bah, bien joué, parce que ça s'est joué à 2 minutes ta vente quand même. Et c'est marrant parce que celui à qui j'ai vendu l'appartement, chez le notaire, on était en train de signer, il me dit, vous savez, monsieur Elmaleh, cette vente, je suis sûr qu'elle vous portera chance et vous en ferez de nombreuses comme ça. Et bon, j'ai l'impression qu'il a vu juste. Et c'était énorme, mais voilà, elle m'a marqué, cet épisode m'a marqué parce que quand j'ai compris a posteriori que ça s'est joué vraiment à 2 minutes, j'ai fait waouh, quand même. Et la dernière vente, parce que quand je suis parti de chez Century, on était notamment deux agents qui drivaient quasiment l'agence sur le CA. Et la dernière vente que j'ai faite, c'était sur un appartement qui était assez fat, c'était 180 mètres carrés. On était à plus d'1 million 500 000 euros sur l'appartement. Et ouais, c'était une vente très complexe. L'appartement était complexe, c'était une succession. Je te passe tous les détails. Les acheteurs étaient aussi complexes. Et mon collègue me dit, j'arriverai pas au bout de cette vente. Je sais que mes acheteurs pourront acheter, mais moi, j'arriverai pas à leur parler. J'arrive pas à parler à madame, elle veut pas m'écouter. Et j'ai dit, on fait un switch. On fait un switch de commerciaux. On s'arrange sur la commission. On s'arrangera, on fera un 50-50. Mais t'inquiète pas, moi, je sais, je vais pouvoir lui parler. Et j'ai fait cette vente. Lui parlait au monsieur, moi je parlais à madame, et on a fait une vente à 4 quasiment. Et on est arrivé au bout de cette vente parce que c'était une très grosse commission et qu'en plus derrière on a récupéré leur appartement, ils nous l'ont confié en exclusivité. Enfin, on a fait une chaîne avec un montant astronomique de commission. Et il ne faut pas oublier que dans ces équipes sales, il y a des gens qui sont incroyables et il faut savoir se reposer sur son équipe. Nous, on a fait un switch et ça doit être une pratique commerciale dans les équipes. N'oubliez pas que vous pouvez switcher parfois vos clients, vos prospects. Tu sais, il existe cette histoire de bad cop, good cop qui fonctionne très bien. Ouais. Et ben là, c'est à peu près la même chose. Ils savaient que moi, je pouvais m'adapter à cette cliente-là parce qu'il fallait adapter un discours un peu particulier et je pouvais le faire. Et on a fait ce switch et ça a fonctionné. C'était ma dernière vente avant de partir et on est parti avec les honneurs parce que c'était quand même un appartement qui a rapporté beaucoup, quoi. Ouais, et voilà, ce sera un peu le message du jour, ne pas hésiter à switcher entre coéquipiers. Clairement. Exactement comme dans le sport. C'est rigolo parce que souvent quand je pose cette question, les gens me parlent soit de leur première vente, soit de leur dernière vente. C'est une sorte de biais cognitif qui te... Peut-être que je vais faire un tour de scooter et repenser à d'autres ventes alors. Ouais, voilà. Voilà. Dernière question, et après on aura fini l'épisode. Si tu pouvais interviewer quelqu'un dans ce podcast que tu connais très bien ou que tu connais pas, mais que tu penses que ce serait intéressant d'interviewer, ce serait qui? Moi, si je devais interviewer quelqu'un, tu sais quoi, j'aimerais interviewer la personne qui a rédigé le livre que je suis en train de lire actuellement, qui s'appelle Maya Bovallé, un livre qui s'appelle Les stratégies absurdes. Ce livre est formidable. C'est un petit livre, pardon, de plusieurs stratégies totalement absurdes que des directeurs commerciaux ont pu faire, dont les résultats ont été à l'inverse de ce qu'ils escomptaient. Ah ouais, ok. Et ce livre est à lire par tous les directeurs commerciaux. C'est assez impressionnant et c'est basé sur des études hyper statisticiées. C'est un précis de stratégies, de choses qu'il ne faut absolument pas faire, auxquelles il faut penser dans notre anticipation, en tout cas en tant que manager, comment anticiper. De se dire souvent, ça va être génial, je vais mettre ce challenge en place, et finalement le challenge que tu mets à tes commerciaux te donne pas le résultat que tu avais envie. Et là tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant j'allais les récompenser avec un super cadeau. Et ben, ça ne marche pas forcément. C'est plutôt des stratégies absurdes qui ont du coup des mauvais résultats, c'est ça? Exactement, qui vont à l'encontre finalement des résultats que tu voulais obtenir. Et ce livre est génial, absolument génial. J'ai découvert par hasard et je conseillerais à tout le monde de le lire d'ailleurs. Et si je pouvais interviewer la personne qui a écrit ce livre, ce serait elle aujourd'hui. Bah écoute, ouais, je connaissais pas non plus. En tout cas, on a du contenu là à lire quand les librairies seront de nouveau ouvertes. Bah écoute, merci beaucoup Rodolphe Avec pour plaisir. toutes ces infos. On a fait une excursion dans le monde de l'immobilier et comme tu nous l'as dit, de la PropTech. Exact. Donc c'était top. C'est toujours intéressant de découvrir des mondes comme ça à travers le podcast. Écoute, on te souhaite bonne suite avec Proprio. Merci beaucoup.
Et j'imagine que là, vous allez avoir pas mal de boulot qui s'annonce parce que pour les auditeurs qui nous écouteraient en 2021, on est à la veille du déconfinement. Ce 11 mai, tout à fait. Déconfinement le 11 Voilà. mai et tout le monde reprend sur le terrain à partir du 11 matin. Donc, on a beaucoup de choses qui arrivent, de belles choses qui arrivent. Ouais. Et si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn, j'imagine? Ouais, sur LinkedIn, Rodolphe Almalé, vous pouvez avec plaisir m'envoyer des messages, je réponds tout le temps à tout le monde. Je suis féru de toutes vos bonnes idées et d'échanger avec plaisir. Bon, bah, très bien. Bah, merci encore, Rodolphe. Et puis, bah, bonne suite. Alors, à bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. Au À revoir. très bientôt, au revoir. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!